J'ai payé un laboratoire d'ADN pour tester la paternité de mon fils, et ils ont appelé le FBI au lieu de me donner les résultats. La femme au téléphone s'est présentée comme le docteur Caroline Fischer de Gentech Lab, et sa voix avait une tension qui m'a immédiatement indiqué que quelque chose n'allait pas. Monsieur Brennan, je vous appelle concernant le test de paternité que vous avez soumis il y a 9 jours. Identifiant de l'échantillon 8842 JKL. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement à notre établissement. Ne discutez de cet appel avec personne. Le FBI est en route pour vous parler. Ma main est devenue insensible autour de mon téléphone. Le FBI? J'avais soumis un simple test de paternité parce que mon fils de 3 ans, Ethan, ne ressemblait ni à moi ni à ma femme, Melissa. Parce que le doute me rongeait depuis 3 ans, parce que j'avais besoin de savoir si mon mariage était bâti sur des mensonges. Que pouvait bien vouloir le FBI d'un test de paternité? La voix du docteur Fischer a traversé ma panique. Monsieur Brennan, j'ai besoin que vous confirmiez que vous avez soumis des échantillons pour vous-même et pour un enfant nommé Ethan Brennan, âgé de 3 ans et 2 mois. Je l'ai confirmé, ma voix fonctionnant à peine. Que se passe-t-il? Y a-t-il un problème avec les résultats? Il y a eu une pause, et quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus basse, presque effrayée. Monsieur Brennan, l'ADN de votre fils est signalé dans plusieurs bases de données fédérales. Dès que nous avons exécuté son profil, notre système a déclenché des alertes automatiques au FBI, à la sécurité intérieure et au Centre national pour les enfants disparus et exploités. Je n'ai jamais vu cela se produire en 15 ans de gestion de ce laboratoire. Vous devez venir ici maintenant. J'ai conduit jusqu'à Gentech Lab dans un état second, mes mains serrant si fort le volant que mes jointures sont devenues blanches. Signalé dans les bases de données fédérales. Ethan avait 3 ans. Il était né au Northwestern Memorial Hospital, avait un acte de naissance, un numéro de sécurité sociale, des dossiers pédiatriques. Il n'avait jamais été porté disparu ni exploité. Il passait ses journées dans une école maternelle Montessori, apprenant les couleurs et les formes et comment partager des jouets avec d'autres enfants. La seule chose inhabituelle à son sujet était qu'il ne ressemblait à aucun de ses parents, c'est pourquoi j'avais commandé ce foutu test en premier lieu. Je soupçonnais Melissa d'avoir une liaison. J'avais imaginé la confronter, imaginé des avocats de divorce et des batailles pour la garde, et l'humiliation d'élever l'enfant d'un autre homme. Mais les bases de données fédérales, les enfants disparus, c'était autre chose. Mon esprit a imaginé des scénarios impossibles. Melissa l'avait-elle volé quelque part? Y avait-il eu une confusion à l'hôpital? Ethan n'était-il pas celui que je pensais qu'il était? Le laboratoire se trouvait dans un parc de bureaux banal à Schaumbourg, et quand je me suis garé sur le parking, j'ai vu 2 SUV noirs avec des plaques d'immatriculation gouvernementale garées près de l'entrée. Ma bouche est devenue sèche. C'était réel. Quoi qu'il se passe, c'était assez grave pour que des agents fédéraux interviennent en quelques heures. À l'intérieur, la réceptionniste, qui avait été si professionnelle et agréable lorsque j'avais récupéré mon kit de test, me regardait maintenant comme si j'étais radioactif. Elle n'a pas parlé, elle a juste indiqué une salle de conférence où le docteur Fischer attendait avec 3 personnes en costume sombre. 2 hommes et une femme, tous portant des badges de visiteurs attachés à leur veste, tous avec le genre d'expressions alertes et attentives que les forces de l'ordre développent après des années d'interrogatoire de suspects. Le docteur Fischer était dans la cinquantaine, les cheveux gris tirés en chignon, portant une blouse de laboratoire blanche sur des vêtements de ville décontractés. Elle avait l'air ébranlée, comme quelqu'un qui était tombé sur quelque chose de bien plus grand que ce pourquoi elle s'était inscrite. Monsieur Brennan, ce sont les agents spéciaux Kowalski, Deloca et Wang du FBI. Ils doivent vous poser quelques questions sur votre fils. L'agent Kowalski, le plus âgé des 2 hommes, a fait un geste vers une chaise. Asseyez-vous, monsieur Brennan. Nous devons comprendre comment vous êtes entré en possession de cet enfant. En possession? Le libellé faisait passer Ethan pour un bien volé, comme quelque chose que j'avais acquis illégalement. Je suis son père, ai-je dit, mais ma voix est sortie incertaine, interrogative. L'étais-je? Qu'avait montré le test ADN avant que le FBI ne s'en mêle? L'agent Kowalski a sorti une tablette et l'a tournée vers moi, montrant une photo d'une jeune femme, peut-être 25 ans, avec de longs cheveux noirs et des traits délicats. Reconnaissez-vous cette femme? Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Je le leur ai dit, et l'agent de Deloca, la femme, s'est penchée en avant. Elle s'appelait Natasha Vulkov. Elle était une ressortissante russe qui est entrée aux États-Unis avec un visa étudiant il y a 6 ans.
Elle a disparu il y a 4 ans d'une université de Boston. 3 mois plus tard, son corps a été retrouvé dans une zone industrielle à l'extérieur de Philadelphie. Elle était morte depuis environ 8 semaines lors de sa découverte. La cause du décès était la strangulation manuelle. Elle était enceinte de 4 mois lorsqu'elle est décédée. La pièce a basculé. J'ai agrippé le bord de la table. Qu'est-ce que cela a à voir avec mon fils? L'agent Wang, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a parlé d'un ton prudent et mesuré. L'ADN de votre fils correspond à celui de Natasha Vulkoff. Selon notre analyse, il y a une probabilité de 99,7% qu'elle soit sa mère biologique, ce qui signifie que votre fils est l'enfant qu'elle portait lorsqu'elle a été assassinée. Ce qui signifie que quelqu'un a extrait cet enfant de son corps, l'a gardé en vie et l'a en quelque sorte placé sous votre garde. Nous devons savoir comment cela s'est produit, Monsieur Brennan. Nous devons tout savoir sur la façon dont vous avez eu cet enfant. Ma vision se rétrécissait. Je pensais que j'allais vomir. Mélissa. Oh, mon Dieu. Mélissa, qu'avait-elle fait? Je leur ai tout raconté, ma voix tremblant, mes mains à plat sur la table de conférence pour les empêcher de trembler. Mélissa et moi étions mariés depuis 5 ans quand elle est tombée enceinte, ou quand elle a prétendu qu'elle était tombée enceinte. Nous essayions depuis 2 ans sans succès. Traitement de fertilité, suivi de l'ovulation, tout le processus humiliant. Puis un jour, elle m'a dit qu'elle était enceinte, m'a montré un test de grossesse positif, a commencé à présenter tous les symptômes normaux, nausées matinales, fatigue, envie de nourriture. J'étais tellement heureux que je n'avais rien remis en question. Elle avait pris du poids. Son ventre avait grossi. Elle s'était plainte de douleurs au dos et de chevilles enflées. Nous avions préparé une chambre d'enfant, suivi des cours de préparation à l'accouchement, lu des livres sur la parentalité. À 8 mois, elle m'a dit qu'elle voulait accoucher dans un centre de naissance plutôt qu'à l'hôpital, qu'elle voulait une expérience plus naturelle, que les hôpitaux étaient trop cliniques et froids. J'avais soutenu sa décision. J'avais entièrement confiance en elle. Elle avait commencé le travail un dimanche matin, et je l'avais conduite au centre de naissance à Aurora, un petit établissement géré par des sages-femmes certifiées. Il m'avait envoyé dans la salle d'attente, disant qu'elle voulait de l'intimité pendant l'accouchement, que certaines femmes préféraient ne pas avoir leur partenaire présent. J'avais attendu pendant 6 heures, arpentant et anxieux, jusqu'à ce qu'une sage-femme sorte tenant un petit paquet et dise « Félicitations, vous avez un fils ». J'avais tenu Ethan pour la première fois dans cette salle d'attente. Cet être humain incroyablement petit avec des cheveux bouclés noirs et un visage renfrogné, et je suis tombé amoureux instantanément. Je n'avais jamais remis en question d'où il venait. C'était mon fils, sauf qu'il ne l'était pas. L'agent Kowalski a noté le nom du centre de naissance, la date, tous les détails dont je pouvais me souvenir. Nous devrons parler immédiatement à votre femme. Où est-elle maintenant? Elle était à la maison avec Ethan. C'était jeudi après-midi, et elle serait allée le chercher à la maternelle il y a 1 heure. Ils étaient probablement dans le salon en ce moment, Ethan jouant avec ses camions pendant que Mélissa préparait le dîner, vivant leur vie normale pendant que j'étais assis dans cette salle de conférence, apprenant que rien dans notre famille n'était réel. Avant de la faire venir, a dit l'agent de l'OCA, et sa voix s'était légèrement adoucie, comme si elle reconnaissait que j'étais en état de choc, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Avez-vous jamais soupçonné que quelque chose n'allait pas? Une indication qu'elle n'était pas réellement enceinte? Un signe qu'Ethan n'était pas biologiquement le vôtre? J'ai pensé aux 3 dernières années, fouillant dans ma mémoire à la recherche de signaux d'alerte que j'avais manqués. Mélissa avait été protectrice d'Ethan depuis le début, parfois de manière obsessionnelle. Elle l'avait instruit à la maison pendant les 2 premières années, n'acceptant la maternelle que lorsque j'avais insisté sur le fait qu'il avait besoin de socialisation. Elle était paranoïaque au sujet des visites chez le pédiatre, voulant toujours être présente, posant toujours des questions détaillées sur les informations enregistrées ou. Elle avait été réticente aux photos de famille, à la publication de quoi que ce soit sur Ethan sur les réseaux sociaux. Je pensais qu'elle était juste prudente, qu'elle avait peut-être de l'anxiété postpartum. Maintenant, je comprenais qu'elle le cachait, cachant la preuve d'un enfant qui ne devrait pas exister. L'agent Wang a affiché une autre image sur sa tablette. Une photo de scène de crime que j'aurais aimé ne jamais voir. Le corps de Natasha Vulkoff, décomposé et horrible, gisant dans la terre et les débris. L'autopsie a révélé des preuves d'une césarienne rudimentaire. Celui qui a extrait cet enfant de son corps a utilisé une lame non stérile, probablement un couteau de chasse.
L'incision était irrégulière, non professionnelle. Elle était probablement encore en vie quand cela s'est produit, bien qu'espérons-le inconsciente de la strangulation. Le bébé a été retiré, le cordon ombilical coupé avec la même lame. Sur la base du développement fœtal, l'enfant aurait été viable, environ 32 semaines de gestation, mais maintenir un nourrisson prématuré en vie en dehors d'un hôpital nécessite des connaissances ou un équipement médical important. Nous n'avons jamais retrouvé le bébé jusqu'à présent. J'ai couru à la poubelle dans le coin et j'ai vomi. Les agents ont attendu patiemment pendant que je vidais mon estomac, pendant que j'essayais de comprendre que l'enfant que j'avais élevé pendant 3 ans, le garçon à qui j'avais appris à faire du tricycle et à compter jusqu'à 10 et à dire s'il vous plaît et merci, avait été extrait du corps de sa mère assassinée. Quelqu'un avait tué Natasha Vulkov, volé son enfant à naître et avait en quelque sorte convaincu ma femme de m'aider à me remettre cet enfant comme s'il était le nôtre. Ou Mélissa l'avait fait elle-même. La pensée m'a fait vomir à nouveau. Ma femme pouvait-elle être une meurtrière? La femme avec qui j'avais partagé un lit pendant 8 ans était-elle capable d'étrangler une femme enceinte et d'extraire son bébé? Le téléphone de l'agent Kowalski a sonné. Il est sorti de la salle de conférence pour prendre l'appel, et quand il est revenu, son expression était sombre. La police locale est à votre domicile. Votre femme n'est pas là. Les voisins ont signalé l'avoir vue partir il y a environ 45 minutes avec un enfant correspondant à la description de votre fils et 2 grandes valises. Elle conduisait un véhicule immatriculé à son nom de jeune fille, une voiture que vous ne saviez pas qu'elle possédait. Elle s'enfuit, monsieur Brennan. Elle savait que vous aviez soumis ce test ADN, et elle savait ce qui arriverait quand les résultats reviendraient. Ma poitrine s'est serrée. Comment avait-elle su? J'avais été si prudent. J'avais soumis le test pendant qu'elle était sortie, j'avais utilisé une carte de crédit à laquelle elle n'avait pas accès. À moins qu'elle ne me surveille en quelque sorte, à moins qu'elle n'attende ce moment depuis 3 ans, avait mis en place des plans d'urgence, avait toujours su que je finirais par découvrir la vérité. L'agent de l'OCA a sorti son téléphone. Nous émettons une alerte Amber pour Ethan Brennan, âgé de 3 ans, cheveux bouclés noirs, yeux bruns, environ 16 kg. Vu pour la dernière fois avec Melissa Brennan, âgée de 34 ans, cheveux auburn, yeux verts, 1,68 m. Description du véhicule en cours d'envoi. Monsieur Brennan, j'ai besoin que vous réfléchissiez très attentivement. Votre femme a-t-elle des propriétés que nous ne connaissons pas? Des amis ou de la famille qui pourraient la cacher? Un endroit où elle pourrait s'enfuir? J'ai essayé de réfléchir à travers la panique. Les parents de Melissa étaient morts, étaient décédés dans un accident de voiture quand elle avait 19 ans. Elle était enfant unique. Ses amis étaient principalement d'autres mamans de maternelle, des femmes de banlieue. Je ne pouvais imaginer aucun de l'aidant à échapper aux autorités fédérales à moins que ses relations ne soient aussi fausses que tout le reste, à moins que toute sa vie n'ait été construite spécifiquement pour ce moment. Son nom de jeune fille, ai-je dit. Vous avez dit que la voiture était immatriculée à son nom de jeune fille. Quel était-il? L'agent Wang a vérifié ses notes. Vulkov. Melissa Vulkov avant qu'elle ne vous épouse et ne devienne Melissa Brennan. La pièce est devenue froide. Vulkov, le même nom de famille que la femme assassinée. Elles sont liées, ai-je dit, ma voix creuse. Natasha et Melissa. Elles doivent être liées. L'agent Kowalski était déjà au téléphone, donnant des ordres à quelqu'un. En quelques minutes, ils avaient l'information. Natasha Vulkov avait une sœur aînée, de 5 ans son aînée, qui avait immigré aux États-Unis 2 ans avant Natasha. Elle s'appelait Arena Vulkov. Elle avait changé son nom légalement il y a 7 ans en Melissa Vulkov, ce qui signifiait que ma femme n'était pas seulement impliquée dans le meurtre de Natasha. Ma femme était la sœur de Natasha. Elle avait volé le bébé de sa propre sœur et l'avait fait passer pour le mien. Les agents ont agi vite après cela. APB, alerte de la patrouille autoroutière, notification de la sécurité aéroportuaire. Ils ont sorti des photos d'Arena Vulkov de ses dossiers d'immigration, et j'ai regardé fixement la femme que je pensais connaître. Elle avait l'air différente sur ces vieilles photos. Plus dure, plus mince, ses cheveux plus foncés, mais c'était définitivement elle, définitivement la femme que j'avais épousée, la femme en qui j'avais confiance avec ma vie, la femme qui me mentait depuis le jour où nous nous étions rencontrés. L'agent de l'OCA s'est assise en face de moi pendant que les autres coordonnaient la chasse à l'homme. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose, monsieur Brennan. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. D'après ce que vous nous avez dit, vous semblez être une victime ici.
Mais nous avons besoin de votre pleine coopération. Tout ce dont vous vous souvenez, aussi petit soit-il, pourrait nous aider à retrouver votre fils avant qu'elle ne disparaisse complètement avec lui. Mon fils? Était-il toujours mon fils? Biologiquement, non. Je viens d'apprendre qu'il n'avait aucun lien génétique avec moi. Mais je l'avais élevé. J'avais été là pour chaque étape, chaque fièvre, chaque genou éraflé. Je lui avais lu des histoires au coucher et lui avais appris à nager et l'avais tenu dans mes bras quand il avait des cauchemars. Est-ce que cela ne comptait pour rien? La biologie effaçait-elle 3 ans d'amour? L'agent Wang a dû voir quelque chose sur mon visage parce que son expression s'est légèrement adoucie. L'enfant est aussi une victime. Il a vécu avec la femme qui a assassiné sa mère biologique. Quoi qu'Arena prévoit, cela ne se terminera pas bien pour lui. Nous devons le retrouver. Ils m'ont gardé au laboratoire pendant des heures, posant des questions, enregistrant des déclarations, construisant une chronologie. Arena était entrée dans le pays avec un visa de travail, avait été employée comme aide à domicile pour les patients âgés. Elle m'avait rencontré dans un café à Lincoln Park il y a 5 ans, une rencontre apparemment aléatoire que je comprenais maintenant avait été soigneusement orchestrée. Elle avait fait des recherches sur moi, m'avait ciblé spécifiquement. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'avait rendu utile? L'agent Kowalski avait des théories. Vous êtes financièrement stable, sans casier judiciaire, respecté dans votre communauté. Vous êtes architecte, ce qui signifie un horaire flexible et la possibilité de travailler à domicile parfois. Vous êtes une bonne couverture pour une femme qui avait besoin de cacher un enfant. Elle vous a utilisé pour créer une fausse identité pour Ethan, pour lui obtenir un acte de naissance et un numéro de sécurité sociale, pour le rendre légitime dans le système. Elle avait besoin d'une famille américaine normale pour se cacher derrière. Je me sentais malade. Chaque moment de notre relation avait été une manipulation. La rencontre au café, les rendez-vous, la romance, la proposition. Elle ne m'avait jamais aimé. Elle m'avait utilisé depuis le premier jour comme couverture pour un enfant volé. Mais pourquoi voler le bébé de sa propre sœur? Quel genre de personne assassine son frère ou sa sœur et prend son enfant? La réponse est venue des bases de données du FBI. Natasha Vulkov avait eu une relation avec un homme nommé Dmitry Knov, un ressortissant russe soupçonné d'avoir des liens avec le crime organisé. Il était sous surveillance du FBI pour blanchiment d'argent et trafic d'armes. Lorsque Natasha a disparu, Dmitry a également disparu, s'est enfui en Russie avant de pouvoir être interrogé. Le FBI avait soupçonné qu'il était impliqué dans son meurtre, mais n'avait jamais pu le prouver. L'agent de l'OCA a sorti des photos de surveillance de Dmitry, et mon estomac est tombé à nouveau. Je l'avais déjà vu. Il y a 2 ans, Arena avait insisté pour que nous prenions des vacances à Miami Beach, disant qu'elle avait besoin de soleil et de détente. Nous avions laissé Ethan avec une babysitter, ce qu'elle acceptait rarement, et avions passé 4 jours dans un hôtel en bord de mer. Un après-midi, pendant que je nageais, j'étais revenu dans notre chambre d'hôtel et j'avais trouvé Arena sur le balcon en train de parler à un homme. Elle avait dit qu'il était un vieil ami de Russie qu'ils s'étaient rencontrés par hasard. L'homme était parti rapidement quand je suis apparu, et je n'y avais rien pensé. Cet homme était Dmitry Knov. Arena avait rencontré le petit ami de sa sœur décédée, le principal suspect dans le meurtre de sa sœur, ce qui signifiait qu'elle savait ce qui était arrivé à Natasha, ce qui signifiait qu'elle était soit complice du meurtre, soit avait tué Natasha elle-même. L'agent Kowalski s'est penché en avant quand je lui ai parlé de la réunion de Miami. Avez-vous entendu une partie de leur conversation? Une indication de ce dont ils ont discuté? J'avais entendu des fragments à travers la porte coulissante en verre. Ils parlaient russe, ce qu'Arena m'avait dit avoir oublié après des années en Amérique. Un autre mensonge. Je l'avais entendu prononcer le nom d'Ethan plusieurs fois. J'avais entendu la voix de Dmitry devenir plus forte, en colère. J'avais entendu Arena dire quelque chose qui sonnait comme argent en anglais. Puis j'avais ouvert la porte coulissante, et la conversation s'était terminée. L'agent Wang a passé un appel téléphonique, a parlé dans un jargon technique rapide que je ne comprenais pas, puis s'est retourné vers nous. Nous avons suivi le téléphone de Melissa. Il émet d'une tour près de la frontière de l'Indiana en direction de l'Est. Elle est sur l'île 80, visant probablement la Pennsylvanie ou New York. Nous avons la police d'État qui se déplace pour l'intercepter. Je me suis levé, mes jambes tremblant. Je dois être là quand vous le trouverez. J'ai besoin de voir Ethan. L'agent de l'OCA a secoué la tête. Ce n'est pas possible.
C'est une enquête fédérale active et une situation d'otage potentiel. Nous ne pouvons pas avoir de civils présents. Il me connaît, ai-je insisté. Si vous la coincez, si cela se transforme en une impasse, Ethan va être terrifié. Il a besoin de voir un visage familier. Laissez-moi vous aider. Ils ont consulté tranquillement entre eux. Puis, l'agent Kowalski a hoché la tête à contre-cœur. Vous pouvez monter avec nous, mais vous restez dans le véhicule jusqu'à ce que nous sécurisions la scène. Pas d'héroïsme, pas d'interférence. Si vous compromettez cette opération, je vous ferai arrêter pour obstruction. Compris? J'ai compris. Nous nous sommes entassés dans l'un des SUV noirs, et l'agent de l'OCA a conduit pendant que Kowalski coordonnait avec la police d'État sur son téléphone. J'étais assis à l'arrière à côté de l'agent Wang, regardant les banlieues céder la place aux zones industrielles, regardant le soleil se coucher vers l'horizon. Quelque part devant nous, Arena conduisait avec Ethan, fuyant la vie qu'elle avait construite et les mensonges qu'elle avait racontés. À quoi pensait-elle en ce moment? Quel était son objectif final? On ne tue pas quelqu'un, on ne vole pas son enfant et on ne maintient pas une tromperie élaborée pendant 3 ans sans avoir de plan. L'appel est arrivé 40 minutes plus tard. La police de l'État de l'Indiana avait les yeux sur le véhicule. Une Subaru Outback argentée correspondant à la description. Ils se retenaient, gardant leur distance, attendant que le FBI coordonne l'arrêt. Nous étions à 32 km derrière eux, poussant à 145 km/h sur l'autoroute. L'agent Kowalski a informé l'équipe sur le terrain. Le suspect est considéré comme armé et dangereux. L'enfant est dans le véhicule, âgé de 3 ans. Ne vous engagez en aucune façon qui pourrait mettre l'enfant en danger. Nous avons besoin qu'elle soit arrêtée, mais nous avons besoin que l'enfant soit en sécurité. Armée et dangereuse. Arena avait-elle une arme? Avait-elle été armée tout ce temps en vivant dans notre maison? En dormant à côté de moi, en jouant avec Ethan dans notre jardin? Quelle part de la femme que j'avais connue était réelle, et quelle part était un calcul tactique? Nous avons rattrapé l'équipe de surveillance juste au moment où le soleil s'était complètement couché. À travers le pare-brise avant, je pouvais voir la Subaru d'Arena 3 voitures devant. Je pouvais voir le siège auto distinctif sur la lunette arrière où Ethan serait attaché, probablement confus quant à la raison pour laquelle maman était venue le chercher plus tôt, avait fait des valises et conduisait quelque part sans papa. La police de l'État avait mis en place un barrage routier à 8 km. Le plan était de canaliser la circulation sur une seule voie, de ralentir tout le monde, puis de bloquer complètement la route et de la piéger. Procédure standard, propre, contrôlée, risque minimal pour les civils. Cela ne s'est pas passé comme prévu. D'une manière ou d'une autre, Arena a repéré le barrage routier avant que nous n'y arrivions. Peut-être a-t-elle vu les gyrophares au loin, ou peut-être écoutait-elle les fréquences radio de la police, s'attendant à cela. Elle a viré brusquement, traversant 3 voies de circulation et prenant une sortie à la dernière seconde. Les voitures ont klaxonné et freiné. Notre SUV a suivi, et soudain, nous étions dans une course-poursuite à grande vitesse à travers les routes rurales de l'Indiana. L'agent Delca était à la radio. Le suspect a quitté l'autoroute. Nous sommes sur County Road 4 Sense. Demande de soutien aérien. Un hélicoptère mettrait du temps à se déployer. Nous n'avions pas le temps. Arena conduisait comme quelqu'un qui n'avait rien à perdre, prenant des virages trop vite, grillant des panneaux stop. Je me suis calé contre la portière, terrifié à l'idée que nous ayons un accident, encore plus terrifié à l'idée qu'elle ait un accident avec Ethan dans la voiture. Comment pouvait-elle faire ça? Comment pouvait-elle le mettre en danger comme ça? À moins qu'elle ne l'ait jamais vraiment aimé. À moins qu'il n'ait toujours été qu'un moyen d'arriver à une fin. Mais quelle fin? Qu'est-ce qui valait la peine d'assassiner sa propre sœur? Nous l'avons suivi pendant 15 minutes à travers des routes de plus en plus rurales, des terres agricoles et des forêts des deux côtés. Puis ses feux de freinage ont clignoté, et elle a tourné brusquement sur un chemin de terre qui menait à un bois dense. Notre SUV a suivi, rebondissant sur les ornières et les nids de poules. Où allait-elle? C'était le milieu de nulle part. Il n'y avait rien ici à part des arbres et l'obscurité. Le chemin de terre s'est terminé à une clairière avec une petite cabane, le genre de pavillon de chasse que les riches utilisent 1 ou 2 fois par an. La voiture d'Arena a dérapé jusqu'à l'arrêt, et elle est sortie immédiatement, ouvrant la portière arrière et sortant Ethan de son siège auto. Notre SUV s'est arrêté à 50 mètres en arrière, et les 3 agents ont dégainé leurs armes. Arena vu l'off, FBI, posez l'enfant et mettez vos mains en l'air.
Elle ne l'a pas posé. Elle a tenu Ethan contre sa poitrine comme un bouclier et a reculé vers la cabane. Ethan pleurait, son petit visage pressé contre son épaule, ses bras enroulés autour de son cou. Il portait sa chemise bleue préférée avec des dinosaures dessus, celle qu'il avait insisté pour porter tous les jours cette semaine. Il avait l'air si petit, si vulnérable. J'ai commencé à ouvrir la portière de la voiture, et l'agent Hang m'a attrapé le bras. Restez ici. Elle est instable. Elle pourrait avoir une arme. Arena a atteint le porche de la cabane et s'est retournée pour nous faire face. Dans les phares des deux véhicules, je pouvais voir clairement son visage. Elle avait l'air sauvage, désespérée, rien à voir avec la femme posée avec laquelle j'avais vécu. Elle criait quelque chose, mais je ne pouvais pas entendre par-dessus les pleurs d'Ethan. L'agent Kowalski a utilisé un mégaphone. Arena, vous êtes encerclée. Il n'y a pas d'issue. Posez Ethan, et nous pouvons parler. Personne ne doit être blessé. Elle a disparu dans la cabane avec Ethan, claquant la porte. En quelques secondes, les lumières de la cabane se sont allumées. Ce n'était pas aléatoire. Elle était déjà venue ici, avait préparé cet endroit comme un lieu de repli. Depuis combien de temps planifiait-elle ce moment? L'agent Delca se coordonnait avec l'équipe tactique qui était en route. 20 minutes, peut-être moins. Nous devions maintenir Arena confinée, la faire parler, assurer la sécurité d'Ethan jusqu'à l'arrivée des professionnels. L'agent Kowalski s'est approché lentement de la cabane, les mains visibles, l'arme haussée. Arena, je sais que vous pouvez m'entendre. Parlons de ce que vous voulez. Voyons comment mettre fin à cette situation en toute sécurité. Une fenêtre s'est brisée, des éclats de verre se sont répandus vers l'extérieur, et la voix d'Arena s'est fait entendre. Vous ne comprenez pas. Aucun de vous ne comprend. C'est mon neveu, le fils de ma sœur. Je l'ai sauvé. Sauvé? Elle l'avait sorti du ventre de sa sœur assassinée. Ce n'était pas sauvé. C'était une profanation. À moins que sa version des faits ne soit différente de la nôtre. À moins qu'il n'y ait quelque chose que nous ne savions pas. L'agent Kowalski a gardé sa voix calme. Alors aidez-nous à comprendre. Dites-nous ce qui s'est passé avec Natasha. Dites-nous comment Ethan s'est retrouvé sous votre garde. Nous voulons entendre votre version. Il y a eu un long silence. Puis la voix d'Arena à nouveau, à vive d'émotion. Dimitri l'a tué. Ma sœur était enceinte de son enfant, et quand elle a essayé de le quitter, quand elle a dit qu'elle irait à la police pour ses activités criminelles, il l'a étranglée. J'ai trouvé son corps avant quiconque. Elle était morte, mais le bébé était encore vivant à l'intérieur d'elle. Je pouvais le sentir bouger. J'avais travaillé comme aide-soignante à domicile. Je connaissais les procédures médicales de base. J'avais du matériel, des fournitures. J'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai sauvé mon neveu de la mort avec sa mère. Je l'ai maintenu en vie, puis j'ai trouvé un moyen de lui donner une vraie vie, une famille normale, un avenir. J'ai fait ce que je devais faire. L'agent Wang enregistrait tout sur son téléphone. C'était des aveux, qu'Arena s'en rende compte ou non. Elle avait admis avoir pratiqué une césarienne post-mortem non autorisée, avoir dissimulé un décès, avoir falsifié des documents pour créer la fausse identité d'Ethan. Même si son histoire sur Dmitri était vraie, elle avait commis de nombreux crimes. Et si elle avait été impliquée dans le meurtre de Natasha elle-même, tout cela était une diversion. L'agent Kowalski a réessayé. Arena, je crois que vous vouliez sauver le bébé, mais vous devez le laisser partir maintenant. Il a besoin de soins médicaux, doit être examiné, et vous devez sortir et nous dire tout ce que vous savez sur Dimitri Knopf. Aidez-nous à traduire le vrai tueur de votre sœur en justice. Un autre long silence. J'ai regardé les fenêtres de la cabane, cherchant un signe d'Ethan, une indication qu'il allait bien. Puis j'ai vu un mouvement dans l'une des fenêtres, un petit visage, des cheveux noirs bouclés pressés contre la vitre. Ethan. Il regardait les véhicules, les lumières, probablement confus et effrayé. Il m'a vu. Même à cette distance, j'ai su au moment où il m'a reconnu. Sa bouche s'est ouverte, probablement appelant « Papa », bien que je ne puisse pas l'entendre. Arena est apparue derrière lui, le tirant loin de la fenêtre. La prochaine voix qui est venue de la cabane n'était pas celle d'Arena. C'était celle d'un homme, avec un fort accent, parlant anglais. FBI, vous allez reculer de cette cabane.
Vous fournirez un véhicule avec un réservoir plein. Vous garantirez un passage sur à l'aéroport OR, où je tuerai la femme et l'enfant. Dmitri Knov était à l'intérieur. Il était là tout le temps, à attendre. C'était son plan, pas celui d'Arena. Elle nous avait conduits ici délibérément. L'agent Kowalski a juré à voix basse. Ceci vient de devenir une prise d'otage avec un fugitif international. Le protocole doit changer. La négociation doit changer. Tout vient de devenir infiniment plus compliqué. L'agent Delka était sur son téléphone, alertant ses supérieurs, demandant l'équipe tactique complète immédiatement. L'agent Wang s'est déplacé à l'arrière du SUV, a commencé à sortir du matériel plus lourd, gilet pare-balles, fusil, vision nocturne. Cela n'allait pas se terminer pacifiquement. Je ne pouvais plus rester assis dans la voiture. J'ai ouvert la portière et suis sorti avant que l'agent Hang ne puisse m'arrêter. J'ai marché vers la cabane, les mains levées, la voix assez forte pour porter. Dmitri, je m'appelle David Brennan. Je suis le père d'Ethan. Laissez-moi lui parler. Laissez-moi m'assurer qu'il va bien. L'agent Kowalski m'a sifflé de revenir, mais je l'ai ignoré. La porte de la cabane s'est ouverte légèrement, et le visage de Dmitri est apparu dans l'entrebâillement. Il avait la quarantaine, des cheveux noirs épais, des yeux froids qui m'évaluaient comme un prédateur évaluant sa proie. Tu n'es pas le père. Tu n'es rien. Tu es l'homme qu'elle a utilisé pour les papiers, pour la légitimité. Le garçon est le fils de Natacha. Mon fils. Il appartient à la Russie, à son sang. Il s'appartient à lui-même, ai-je dit, faisant un autre pas en avant. Il a 3 ans. Il ne comprend rien à tout ça. Quels que soient les problèmes que vous avez avec le FBI, quoi que vous fuyiez, il ne mérite pas d'être au milieu de ça. Laissez-le partir. Gardez Arena comme levier si vous avez besoin d'un otage, mais laissez Ethan partir. Dmitri a ri, durement et amèrement. Tu crois que je fais confiance au FBI? Tu crois qu'ils me laisseront partir si je libère le garçon? Non. Le garçon est ma garantie, mon sang. Il vient avec moi, ou il meurt avec moi. Ce sont les seules options. Derrière lui, j'ai entendu Ethan pleurer, m'appelant. Papa, je veux papa. Le son a déchiré quelque chose à l'intérieur de ma poitrine. L'agent Kowalski était à côté de moi maintenant, essayant de me retirer. Monsieur Brennan, vous devez vous retirer. Vous empirez la situation. Mais Dmitri me regardait avec quelque chose comme de la curiosité. Tu l'aimes, le garçon qui n'est pas le tien. Tu mourrais pour lui. Oui. Je n'ai pas hésité. Oui. Alors prouve-le. Entre. Remplace-toi par le garçon. Tu restes en otage. Il est libéré. C'est l'échange que je propose. L'agent Kowalski m'a attrapé le bras fort. Absolument pas. Nous ne négocions pas avec les preneurs d'otages. Nous n'échangeons pas de civils. Mais j'avançais déjà. L'équipe tactique était à 20 minutes. Dans 20 minutes, Dmitri pourrait paniquer, pourrait blesser Ethan, pourrait transformer ça en bain de sang. Si je pouvais faire sortir Ethan maintenant en toute sécurité, rien d'autre n'avait d'importance. Ni ma sécurité, ni ma vie. Il était mon fils à tous les égards. La biologie était hors de propos. J'entre, ai-je crié à Dmitri. Laissez Ethan sortir en premier, puis j'entrerai. Vous aurez votre otage. Dmitri a réfléchi, puis a hoché la tête. La porte de la cabane s'est ouverte plus largement, et Arena est apparue, tenant Ethan. Elle m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas lire, regret, gratitude, peur. Elle a fait traverser Ethan à la clairière et s'est arrêtée à 3 mètres des véhicules. Ethan tendait les bras vers moi, pleurant, disant mon nom encore et encore. Arena l'a posé, et il a couru vers moi. Je suis tombé à genoux et l'ai attrapé, le serrant si fort qu'il a couiné. Il était chaud et solide et vivant, son petit cœur battant contre ma poitrine. Papa, j'avais peur. Pourquoi maman m'a-t-elle emmené? Pourquoi y a-t-il des voitures de police? Je veux rentrer à la maison. J'ai regardé l'agent Delka, qui s'était avancé rapidement. Emmenez-le, ai-je dit, passant Ethan à elle. Il s'est accroché à moi, ne voulant pas lâcher prise, mais j'ai doucement détaché ses bras. Tu vas y aller avec cette dame gentille. Elle va t'emmener dans un endroit sûr. Je te verrai bientôt, mon pote.
Je te le promets. C'était un mensonge. Je n'avais aucune idée si je le reverrais, mais j'avais besoin qu'il se sente en sécurité, qu'il ne soit pas plus traumatisé qu'il ne l'était déjà. L'agent Delca a ramené Ethan au SUV, et il a crié après moi tout le long du chemin. Le son me entrait à jamais, mais il était en sécurité. C'était tout ce qui comptait. Je me suis retourné vers la cabane, et Dmitri a fait un geste avec une arme que je n'avais pas vue auparavant. Maintenant, tu entres, lentement, les mains où je peux les voir. J'ai avancé, chaque pas semblant surréaliste. Derrière moi, j'ai entendu l'agent Kowalski à la radio expliquer ce qui se passait, se faisant probablement crier dessus par ses supérieurs. Le FBI n'aimait pas que les civils prennent des décisions exécutives, mais j'avais fait sortir Ethan. Quoi qu'il arrive maintenant, il était en sécurité. Je suis entré dans la cabane, et Dmitri a fermé la porte derrière moi. À l'intérieur, il y avait une seule pièce, peu meublée, du matériel de chasse, une table, des chaises. Arena était assise dans un coin, le visage dans ses mains, sanglotant. Elle avait pleuré tout le temps. Dmitri m'a poussé vers une chaise et a attaché mes mains derrière mon dos avec des serre-câbles. Puis il a pressé l'arme contre l'arrière de ma tête. Maintenant, nous attendons. Nous avons attendu 3 heures. L'équipe tactique est arrivée, a établi un périmètre, a évalué la situation. Un négociateur a essayé d'établir une communication, une femme avec une voix calme parlant à travers un mégaphone, demandant à Dmitri ce qu'il voulait, ce qu'il faudrait pour mettre fin à cette situation pacifiquement. Les exigences de Dmitri étaient impossibles, un passage sur hors du pays, l'immunité contre les poursuites, l'accès à des comptes bancaires qui avaient été gelés par les autorités fédérales, des choses que le FBI n'accepterait jamais. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Dmitri est devenu plus agité. Il arpentait la pièce, agitait l'arme, criait en russe sur Arena, qui avait cessé de pleurer et était maintenant assise silencieuse et vide. J'essayais de rester calme, de ne pas le provoquer, j'essayais de penser à Ethan en sécurité loin d'ici. J'essayais de l'imaginer placé auprès des services sociaux, évalué par des médecins, et éventuellement peut-être rendu à moi si je survivais à cela, si j'étais jugé apte à être parent malgré le fait de ne pas être biologiquement lié, si le système décidait que l'amour comptait plus que l'ADN. Vers minuit, Arena a finalement parlé. Dmitri, c'est fini. Ils ne te laisseront pas partir. Ils vont t'attendre, et quand tu deviendras désespéré, tu vas nous tuer tous les deux puis toi-même. C'est ainsi que ça se termine. Laisse-le partir. Laisse David partir. Il est innocent dans tout ça. Ne garde que moi. C'est moi qui t'ai fait du tort. Dmitri s'est retourné vers elle, son visage tordu de rage. Tu m'as fait du tort. Tu as sauvé mon fils. Tu l'as pris après avoir tué Natacha, et tu lui as donné une vie. Tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je suis stupide? Mon souffle s'est arrêté. Tuer Natacha. Arena avait tué sa propre sœur. Pas Dmitri. Arena. Elle s'est levée lentement, sa voix creuse. Elle allait te l'enlever. Elle allait disparaître avec ton enfant, et tu ne les retrouverais jamais. Elle allait détruire tout ce que tu as construit. J'ai fait ce que tu voulais mais n'avais pas le courage de faire toi-même. Je t'ai sauvé, puis j'ai sauvé ton fils. L'arme de Dmitri oscillait entre nous, sa main tremblant. Je ne t'ai pas demandé de la tuer. Je l'aimais. Elle était la mère de mon enfant. Tu aimais ton empire criminel plus, a craché Arena. Tu aimais ton argent, ton pouvoir, ta réputation. Tu aurais choisi tout ça plutôt qu'elle, alors j'ai choisi pour toi, et j'ai protégé ton fils parce que Natacha était ma sœur, et je lui devais bien ça. L'arme était contre son front maintenant. Le doigt de Dmitri sur la gâchette, son visage déformé par le chagrin et la rage et quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Tu as tout détruit. Oui, a dit Arena doucement. Je l'ai fait, et je le referai pour le protéger. Ce garçon est tout ce qui reste de Natacha. C'est tout ce qui compte. La fenêtre a explosé vers l'intérieur. Équipe tactique, grenade flash, fumée, chaos. Je me suis jeté de côté de la chaise, frappant le sol durement, mes mains toujours attachées derrière mon dos avec des serre-câbles. Coup de feu, proche et assourdissant, cri, botte sur le bois. Quelqu'un m'a attrapé, m'a traîné vers la porte. Je ne pouvais rien voir à travers la fumée, je ne pouvais rien entendre à part des bourdonnements. Dehors, ils ont coupé les serre-câbles et m'ont éloigné de la cabane.
Des ambulanciers sont apparus, me vérifiant, me posant des questions que je ne pouvais pas traiter. Derrière moi, des agents sortaient des corps. Dmitri d'abord, une couverture sur son visage, mort, puis Arena, également couverte, également morte. L'équipe tactique les avait éliminés tous les deux lors de la brèche initiale, tir net, sans hésitation. L'agent Kowalski m'a trouvé assis sur le pare-choc d'une ambulance, enveloppé dans une couverture de survie bien que je n'ai pas froid. « Monsieur Brennan, êtes-vous blessé ?» J'ai secoué la tête. Je n'étais pas blessé. J'étais détruit, mais pas blessé. Ethan, où est-il? En sécurité. Il est dans un hôpital pour enfants à Indianapolis pour être évalué. Il va bien physiquement, pas de blessure. Psychologiquement, il aura besoin de temps, mais il vous réclame. L'agent Hank s'est approché, son expression sombre. Nous avons récupéré le téléphone de Dimitri. Il était en contact avec des associés en Russie qui prévoyaient de l'aider à fuir le pays avec Ethan. Il y avait de l'argent impliqué, beaucoup d'argent. Arena volait Dmitri depuis des années, détournant des fonds de ses comptes, utilisant Ethan comme levier. C'est pourquoi elle a rencontré Dmitri à Miami. Elle le faisait chanter, payez-la, ou elle le dénoncerait. Mais finalement, il en avait assez et est venu chercher son fils. L'agent Delca m'a tendu son téléphone, me montrant des photos qu'ils avaient trouvées dans la cabane. Des photos de Natacha, enceinte et souriante, inconsciente que sa sœur prévoyait de la tuer. Des photos d'Arena pratiquant la césarienne dans ce qui ressemblait à un garage ou un entrepôt, ses mains ensanglantées, un minuscule nourrisson prématuré dans ses bras. Des photos d'Ethan nouveau-né, branché à du matériel médical qu'Arena avait dû voler dans des hôpitaux. Elle l'avait maintenu en vie pendant 3 mois avant de m'approcher, avant de commencer sa séduction élaborée, avant de construire le mensonge qui deviendrait notre vie. Pourrais-je le voir, ai-je demandé. Me laisseront-ils faire partie de sa vie? L'agent Kowalski s'est assis à côté de moi. C'est compliqué. Légalement, vous n'avez aucun droit parental. La mère biologique d'Ethan est morte. Son père biologique est mort, et la femme qui l'a élevé pendant 3 ans était sa tante qui a assassiné sa mère. Il n'y a pas de précédent pour ça. Les services de protection de l'enfance devront déterminer ce qui est dans son intérêt supérieur. Vous aurez besoin d'un avocat. Vous devrez vous battre pour la garde. Mais vous lui avez sauvé la vie ce soir. Ça compte pour quelque chose. Il fallait que ça compte pour tout, parce que j'avais déjà perdu Melissa, perdu mon mariage, perdu mon identité de père biologique d'Ethan. Je ne pouvais pas perdre Ethan lui-même. Il était la seule chose réelle qui restait. 6 mois plus tard, après des avocats et des travailleurs sociaux et des évaluations psychologiques et des audiences au tribunal qui semblaient interminables, j'ai obtenu la garde complète d'Ethan. Le juge a statué que la connexion biologique était moins importante que le lien que nous avions formé, que le fait de l'éloigner du seul père qu'il ait jamais connu causerait plus de mal que de bien. Ethan m'appelle papa. Il ne comprend pas la vérité compliquée de son origine, et peut-être qu'il ne la comprendra jamais. Nous vivons dans une nouvelle maison maintenant, quelque part où les souvenirs ne peuvent pas nous atteindre, et chaque soir, quand je le borde dans son lit et qu'il dit « Je t'aime, papa », je sais que l'ADN ne fait pas une famille. L'amour, oui. C'est la seule vérité qui compte. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.